On va évoquer maintenant une séquence relativement surréaliste puisque ce sont des passeurs qui continuent de faire arriver un certain nombre de migrants non loin de Ceuta. On va d'abord écouter et regarder cette séquence et puis ensuite on sera sur place avec Thibaut Marcheteau. Pour nos auditeurs d'Europe 1, je décris un peu plus cette séquence. On voit un tout petit bateau qui s'approche effectivement des côtes, des migrants qui sautent ou qui sont plutôt d'ailleurs, pour être exact, poussés dans l'eau avec un bateau qui repart aussitôt. Thibaut Marcheteau, vous êtes avec Malo Steiner, vous êtes dans la ville de San Roque. C'est une petite commune entre Algeciras et Gibraltar. C'est là que s'est déroulée cette séquence absolument surréaliste et vous avez rencontré des témoins, me semble-t-il, de cette scène, Thibaut. Absolument, Elodie, vous allez pouvoir les écouter dans un instant. Je souhaitais vous donner quelques éléments de contexte avec cette séquence. Elle est tournée samedi dernier aux alentours de 21h10. Voilà pourquoi cette plage elle était remplie de touristes ou encore d'habitants qui viennent sur cette plage. Nous nous trouvons avec Malo Steiner sur cette plage, exactement à l'endroit où cette vidéo a été prise. Et vous le voyez, cette plage que je vais décrire pour les auditeurs, elle est remplie de touristes encore une fois. Et donc cette scène surréaliste du bateau qui arrive, on a pu rencontrer, je vous le disais, des habitants, des témoins de cette scène. Et beaucoup nous racontent avoir été alertés dans un premier temps par cet hélicoptère de la Guardia Civile qui suivait ces embarcations depuis déjà un moment au large. Cet hélicoptère, il volait assez bas, ce qui a fait s'envoler de nombreux parasols ainsi que du sable, faisant d'ailleurs plusieurs blessés, nous ont précisé ces habitants. Ils ont vu donc ce tout petit bateau arriver juste à proximité de la plage et donc vu ces migrants partir de ce bateau. Il n'y avait pas qu'un seul bateau d'ailleurs. Je vous propose d'écouter le témoignage de cette habitante. Nous avons assisté ici au débarquement de migrants clandestins arrivés à bord d'embarcations illégales, peut-être organisées par la mafia ou peut-être pas. C'est le deuxième débarquement auquel nous avons assisté dans la même semaine. Le premier a également eu lieu au bout de la plage et cela s'est passé comme s'ils avaient débarqué de manière tout à fait normale. Ils sont arrivés avec ce bateau, en sont sortis très tôt le matin et ont quitté les lieux. On avait peur. J'ai verrouillé les portes. Avant ça, c'était tranquille. On connaît tous les voisins. On ne ferme pas les fenêtres. Il ne se passe jamais rien ici. On a vraiment eu peur. La plupart des habitants ici ont peur, et notamment depuis cette crise qui s'est déroulée à la fin du mois de juillet dernier, non loin de là, à une trentaine de kilomètres d'ici, à Ceuta, parce qu'ils craignent que les passeurs choisissent cette plage comme un nouveau lieu de débarquement pour les migrants qu'ils transportent. Il faut compter entre 15 et 20 minutes seulement pour traverser la Méditerranée. Ils nous ont également confié qu'ils faisaient beaucoup plus attention à fermer les maisons, ce qu'ils ne faisaient pas avant depuis le début de cette crise migratoire. Et enfin, beaucoup avec qui nous avons pu parler, beaucoup de témoins. Il y avait des centaines de personnes sur cette plage. Alors, avec Malo Steiner, nous n'avons pas eu de mal à rencontrer ces témoins. Par contre, à l'idée d'enregistrer une interview, là, c'est beaucoup plus compliqué, tout simplement parce qu'ils nous disent que c'est une véritable mafia qui organise ce trafic d'êtres humains. Et beaucoup ont très peur de cette mafia parce qu'ils savent qu'elle est très, très puissante. Merci beaucoup Thibaut Marcheteau, merci à Malo Steiner qui vous a accompagné pour ce duplex. On va en parler aussi avec vous, Antranik Kevorkian, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous, analyste international au Millénaire. On voit bien que cette situation migratoire extrêmement complexe entre Ceuta et Algeciras, qui est déjà du côté de l'Espagne, à quel point en fait, non seulement ça n'est pas réglé, mais ça n'a pas l'air non plus de gêner les passeurs qui en fait continuent leur activité le plus normalement du monde. Effectivement, vous l'avez bien montré à la télé, le risque est double. Ici, en local, on a une exécution politique totale du gouvernement de Madrid. La raison principale, c'est que, vous savez qu'en Espagne, la Guardia Civil, donc le système de
de défense nationale, notamment des frontières, qui travaillent de concert avec d'autres organes, malheureusement dépend en grande partie du ministère de l'Intérieur, espagnol en l'occurrence. Et comme on a vu sur les réseaux sociaux, on a eu en langue arabe, espagnole et française des cartes qui ont été publiées par la Guardia Civile sur Internet qui disent voilà, on va faire en sorte que tout le monde rentre chez eux, pour résumer de façon individuelle, ce qui est impossible eu égard à la position espagnole. Et donc il y a une crise sanitaire et sociale assez énorme, ensuite de la crise migratoire. Et ce que vous avez montré, il y a un risque également pour la zone qui est à proximité de Gibraltar, en l'occurrence, vous l'avez montré à l'écran. Et en fait, Frontex, je crois, travaille avec les autorités espagnoles, justement, et les zones que vous avez montrées à l'écran sont également concernées par les zones qui sont supposées défendre jusqu'en septembre, via un programme spécifique, les forces de l'ordre espagnoles et Frontex. On verra ce que ça donne, mais là, il y a un risque de plus en plus élevé d'atteinte directement à l'Union européenne par les migrants. Oui, parce qu'on voit que là, du coup, ils sont déjà de fait en Espagne, avec une volonté, vous le rappeliez, de mettre davantage de moyens, d'essayer de mieux surveiller un certain nombre de frontières. Il y a des rumeurs, et on verra si elles se concrétisent ou non, d'une nouvelle invasion migratoire le 15 août. La presse espagnole en parle beaucoup. Le Maroc dit non, ne vous inquiétez pas, il ne se passera rien. Mais on voit qu'on a mis un peu de moyens pour l'instant. Est-ce qu'on peut estimer qu'on a mis assez de moyens s'il y a 70 000, 80 000 ou 90 000 personnes qui arrivent? On semble être un peu en sous-effectif, si j'ose dire. Totalement. Je l'avais déjà dit précédemment, mais la ministre de la Défense espagnole a débloqué 3 000 troupes de militaires dans la région de Ceuta. Mais je parle bien de déblocage, ça ne veut pas dire une affectation spécifique. Mais contrairement à ce qu'on voit, les quelques milliers de migrants n'ont pas été renvoyés. Donc c'est résiduel. On parlait de 70 000 arrivés en quelques jours. Le ministre de l'Intérieur se targuait début août, le ministre de l'Intérieur espagnol se targuait début août d'un retour à la normale, ce qui n'est évidemment pas le cas. Les moyens mis en œuvre sont tout à fait limites. Et surtout, la solution qui est proposée par le président de Ceuta, de créer ce qu'on appelle ce sont en espagnol, Centro de Internalización de Inmigrantes, une sorte de centre d'internalisation des migrants, donc CIE. C'est une très bonne idée, mais qui est soumise à un régime juridique spécifique. Ça dépend du sein de la signature, entre guillemets, du ministère de l'Intérieur. Oui, et puis là, ils sont déjà là. Donc, en fait, se dire il faut créer ces centres pour les confiner, je reprends ces termes. Oui, mais là, ils sont 8 à 11 000 à être dans les rues. Donc, on imagine que le temps qu'on construit des centres sur une si petite enclave pour 11 000 personnes, en réalité, c'est pas concret. Vous mettez le doigt sur la problématique, c'est-à-dire que juridiquement, le pays, l'Espagne, a les moyens de mettre en œuvre et de faire en sorte que Madrid signe, mais la mise en œuvre physique est complètement découplée par rapport à l'objectif, puisque matériellement, si les 10 000 migrants approximatifs restants se cumulent éventuellement à la crise du 15 août, qui est supposée intervenir par rapport aux informations qu'on a sur les réseaux sociaux, qui ont été relayées par la presse espagnole, c'est tout à fait impossible de gérer ce qui viendrait sans concertation européenne, sachant qu'il n'y en a pas aujourd'hui. Oui, et on a vu effectivement la réponse, à quel point elle n'était ni cohérente, ni vraiment coordonnée. Sur cette idée, Myriam, du président de l'enclave de Ceuta, de dire il faut confiner les migrants dans des centres, premièrement, on voit que ça n'est pas du tout réalisable, ni sans doute souhaitable. En même temps, on a un président de cette enclave espagnole qui se retrouve avec cette situation. Et honnêtement, en fait, il n'a aucune solution concrète de court terme. Et en plus, les solutions de long terme, elles ne dépendraient pas de lui. Donc il subit, en fait, lui aussi. Il subit, et c'est la seule solution théorique qu'il a pu aujourd'hui proposer auprès de sa population qui avait mis la pression et qui avait manifesté. Mais cette séquence de CETA, c'est quand même le bal des hypocrites. C'est le bal des hypocrites et c'est un aveu en fait d'échec de toute l'Union européenne. Pourquoi ? Parce que là, on se demande tous les pactes qui ont été signés en juin 2026, que ce soit le pacte migration, que ce soit le règlement de retour, 12 juin, 17 juin, ils sont où ? Pourquoi ne sont-ils pas appliqués ? Je ne comprends pas. Les accords bilatéraux entre le Maroc et l'Espagne, quid de cela, on en fait quoi ? Et puis finalement, après, on joue les vierges effarouchées et on s'étonne que les migrants passent, que ce soit par bateau ou en nage. Ils ont fait le plus gros entre le Maroc et Ceuta. Ce n'est pas quelques mètres qui vont les empêcher d'arriver sur le continent. Demain, ils seront en France, ils seront en Italie, même si effectivement, Mélanie a mis un terme, je crois, à Schengen, dans les frontières, a remis des frontières entre
entre l'Espagne et l'Italie, mais ils se retrouveront dans tous les pays européens. Et ce qui devait arriver, arriva. Et vous disiez que c'est une crise sanitaire, mais c'est plus que ça. Ça va être une crise sécuritaire, puisqu'on rajoute des points éventuellement de tension, on rajoute de la famine, et puis on rajoute de la délinquance en puissance à un moment. Mais vous voyez, finalement, on voit l'impuissance de l'Europe, on voit l'impuissance du droit face à la pression migratoire et à la pression que certains pays utilisent comme tension, comme pression diplomatique. Donc oui, si on veut réussir, on ne peut pas laisser chaque pays se battre avec des pays avec lesquels ils ont des tensions, mais il faut que l'Europe entière réagisse. Mais quand des lois existent et qu'on ne les met pas en application, ça devient très compliqué. Je vais vous faire réagir parce que je voyais que quand Myriam était en train de parler de ces textes qui peuvent exister, de ces accords bilatéraux ou de ces textes au niveau européen qui existent et qu'on n'applique pas, je vous voyais réagir, vous acquiesciez en fait à ce que disait Myriam justement. Oui, effectivement, en fait, on a un exemple, je vais prendre le cas de l'Italie. Ce que vous avez dit, c'est tout à fait juste, à 100%, mais la mise en œuvre des dispositions bilatérales, notamment pour le retour de ces migrants dans des pays tiers, est assez compliquée. Je vous donne l'exemple de l'Italie qui est en train de tracter avec l'Arménie, qui est un pays du Caucase du Sud, qui viserait à créer des centres justement de renvoi en Arménie. Mais pour des petits pays de 3 millions d'habitants comme l'Arménie qui sont très loin, donc c'est l'ancienne république. Le hub en Albanie existe déjà. Oui, mais in fine... il fonctionne celui-là a priori. En tout cas, il y a certains migrants qui sont repartis en Albanie sur le hub. C'est la France et quelques pays européens qui refusent de mettre... C'est d'ailleurs le point de tension qui existe sur le règlement de retour européen. C'est juste que la France a dit, ah ben non, le point numéro 4, qui sont ces fameux hubs de retour, nous, on n'en veut pas. Emmanuel Macron disait que déjà, il ne les utiliserait pas, effectivement. C'est tout à fait vrai, mais la problématique, c'est que c'est sans commune mesure avec les chiffres qu'on annonce pour Ceuta, par exemple. C'est pour ça que je dis que c'est un travail de longue haleine, en fait, pour chaque pays de l'UE respectif. Donc voilà, donc pour moi, c'est une problématique qui est de longue haleine, mais malgré le fait que les services secrets espagnols devaient bien être au courant, sans parler des services secrets marocains, évidemment, bien sûr, devaient être au courant que la crise arrivait. Maintenant, c'est un petit peu, je rejoins ce que vous disiez, effectivement, c'est, je ne dirais pas balle des hypocrites, mais c'est une incurie politique à l'échelle européenne qui fait qu'on est dans une situation, dans une impasse totale, en fait, dû au fait qu'on n'a plus les moyens matériels de mettre en œuvre. Joachim d'abord, et puis ensuite Myriam, et on terminera le tour de table. Que dire de plus, si ce n'est que la submersion migratoire continue et qu'elle continuera tant qu'on laissera les passeurs faire leur sale boulot au prix de toujours plus de drames humains, tant qu'on aura des États hostiles qui brandiront l'arme migratoire contre des pays européens qui sont censés être nos alliés, et tant qu'on ne prendra pas nos responsabilités. Alors je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, je suis chevènementiste, je suis moi-même parfaitement lucide sur tous les blocages qu'il peut y avoir au niveau européen, sur les aveuglements, sur l'idéologie sans frontiériste qui anime certains des hauts représentants de l'Union européenne, à la Commission par exemple, dans la technostructure bruxelloise. Maintenant, il ne faudrait pas pour autant se servir de l'Union européenne comme d'un bouc émissaire pour absoudre les responsables nationaux de leurs propres fautes, puisqu'on voit bien qu'il y a tout un tas de gouvernements qui ont mis en œuvre des politiques restrictives sur l'immigration qui ont porté leurs fruits, et que la seule route migratoire où les arrivées irrégulières sont en augmentation, c'est la route de la Méditerranée occidentale. Et ça a tout à voir avec l'hypocrisie de Pedro Sánchez, qui aujourd'hui déplore les conséquences dont il a chéri les causes pendant des mois, pendant des années, avec ses appels d'air qu'il a mis en œuvre, avec ses appels à toujours plus de régularisation, avec son discours sans frontiériste qu'il tenait encore dans le New York Times en février dernier. Je crois qu'il va le payer très cher dans les urnes, dans les élections à venir, quand on voit le score cumulé de Vox et du Parti populaire, alors même que qu'il y a des gauches européennes qui sont beaucoup plus pragmatiques, qui ont des meilleurs résultats électoraux. Je pense à la gauche danoise, je pense à la gauche suédoise. Je pense à la gauche britannique, qui est un peu plus en difficulté là-dessus, mais qui avait opéré un revirement sur la question migratoire. Donc ça montre qu'il n'y a pas de fatalité à ce que la gauche perpétue ce logiciel sans frontiériste totalement dépassé qui contribue à la coupée des classes populaires aujourd'hui. Le dernier mot, Myriam, rapidement. Juste, on en fait un problème bilatéral souvent. Or, c'est un problème européen. Parce que ces frontières-là de l'Espagne, ce sont des frontières européennes. Ce n'est pas que le problème. Vous savez, vous aviez dit qu'il y a des accords bilatéraux. Il y a des accords bilatéraux, mais aussi des accords européens. Et moi, la question, c'est pourquoi ces accords bilatéraux existent. Vous voyez, l'accord de 2003 et de 2007 entre l'Espagne et le Maroc.
Pourquoi est-ce qu'il existe ? Parce qu'il est alors qu'il est redondant avec des accords européens qui existent déjà. Et quand vous dites, et souvent c'est un argument qui a été avancé, que Pedro Sanchez, l'Espagne en l'occurrence, a régularisé 400 000 à 500 000, enfin bref, on diverge un peu sur les chiffres, migrants qui n'avaient pas les papiers, qui l'a transformé en immigration de travail. La France l'a fait avec la loi immigration 2024. L'Italie l'a fait à moindre mesure. Ça, c'est une question, et c'est pour ça que quelquefois je pense qu'on confond un petit peu les deux sujets. C'est une question de souveraineté migratoire. Là, on ne parle pas de ça. On parle de frontières européennes et on parle donc d'une migration subie qui va devenir des migrants, enfin une crise humanitaire aussi, vous le dites, et qui aurait dû être l'affaire de l'Europe si l'Europe avait été d'accord sur ces questions-là. En tout cas, pas de politique migratoire intérieure, mais de contrôle des frontières. Oui, si l'Europe avait réussi à être à peu près ou un temps soit peu coordonnée. Merci beaucoup, Antranik Kevorkian, d'avoir été avec nous, analyste international au Millénaire.